Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Jacques-Roger Machat, je suis ingénieur et économiste de formation. J'ai passé toute mon enfance à l'étranger, en Égypte, et je suis arrivé en France, j'avais votre âge, en terminale. J'entrais en terminale, et c'était une période assez particulière qui était le début de la guerre d'Algérie. Oui, le début de la guerre d'Algérie. Et moi qui venais d'un pays arabe, l'Égypte, j'ai été très choqué de voir ces Français qui prétendaient coloniser encore l'Algérie. Et j'ai très vite pris position contre cette guerre et je me suis engagé un peu plus tard dans le mouvement étudiant pour lutter contre la guerre d'Algérie, que je trouvais une stupidité et contre le sens de l'histoire. Et ça a nettement marqué mon engagement politique, parce que c'est dans la foulée de la fin de cette guerre d'Algérie et de ce militantisme étudiant contre la colonisation que j'ai fait le choix de m'orienter dans l'engagement politique au Parti socialiste qui n'existait pas à l'époque. Ça a été un cheminement. Si tu me poses davantage de questions, je pourrais t'en expliquer. La SFIO, les partis socialistes à l'époque s'appelaient la SFIO et avait été largement responsable de la guerre d'Algérie, puisque le Premier ministre de l'époque, Guy Mollet, de la SFIO, avait été celui qui avait envoyé le contingent en Algérie. Le contingent, c'est-à-dire les jeunes qui faisaient leur service militaire, qui avaient été appelés en Algérie pour combattre les indépendantistes. Donc la SFIO, pour moi, c'était la connerie parfaite, l'erreur historique absolue. Donc je ne voulais pas m'engager à la SFIO, je me suis engagé plutôt dans des clubs politiques qui se sont réunis, un certain nombre de clubs se sont réunis autour d'un homme que j'ai connu à cette époque, qui s'appelait Alain Savary, qui était un ancien de la France libre pendant la guerre, donc qui était compagnon de la libération par De Gaulle, qui avait donc un passé historique très remarquable, et qui avait clairement pris position contre la guerre d'Algérie, et qui avait même essayé de se faire élire à la députation à Alger à une certaine époque. Donc je me suis trouvé très en phase avec lui, et c'est avec lui que je me suis engagé en politique, dans les clubs, puis à la Fédération de la gauche, puis au Parti socialiste, lorsque c'est Mitterrand qui a été désigné comme premier secrétaire du Parti socialiste. Donc c'est un processus dans lequel j'ai conservé une cohérence avec ma révolte initiale, ma réaction initiale contre cette politique de colonisation. Et y a-t-il eu d'autres personnes, d'autres personnages politiques qui vous ont inspiré, qui ont été votre mentor ou... Par la suite, j'ai fait un compagnonnage avec Savary, d'abord militant, ensuite, lorsqu'il a été président de la région Midi-Pyrénées, qui s'appelle maintenant la région Occitanie, j'ai été son bras droit, son collaborateur direct au conseil régional. Et puis, lorsque j'ai été élu député, mais je vais un petit peu vite peut-être dans l'historique, lui-même est devenu ministre et j'ai été proche de Pierre Mauroy, qui était devenu Premier ministre, et j'ai accompagné Pierre Mauroy dans tout son parcours de Premier ministre. Deux hommes forts pour moi, Alain Savary et Pierre Mauroy, dont j'ai été proche. Et donc dans cette riche vie politique, pour vous avez des moments marquants ou des moments clés? Oui, le moment clé marquant, c'est mai 81, la victoire de la gauche. C'est-à-dire qu'après une longue période d'opposition, enfin la gauche venait aux affaires et était responsable du pays. Puis ça a été au sein du groupe des jeunes élus, des jeunes députés socialistes, les débats que nous avons eus sur les grandes décisions que prenait le Premier ministre Pierre Mauroy, et sous l'autorité du président de la République, François Mitterrand. Donc là, j'ai eu des moments très forts. Et un des moments très forts, c'est la première loi que j'ai votée, c'est l'abolition de la peine de mort. C'était un engagement de Mitterrand,
mis en musique par Robert Badinter, garde des Sceaux, et nous avons voté cette abolition de la peine de mort en sachant que l'opinion publique n'était pas favorable. Il y avait une majorité de gens qui voulaient maintenir la peine de mort, mais nous estimions que notre conception des droits de l'homme, de notre humanisme, supposait qu'on en abolisse, c'est de la peine capitale. Et j'ai été très fier d'avoir voté pour la première fois l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est un moment fort de ma vie politique. Au-delà de cette vie politique, aujourd'hui, vous êtes encore engagé, surtout dans la cause climatique. Notamment, vous avez été donc, directeur chez EDF, nous l'avons dit, donc ça vous apporte quelque chose en plus. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Faut-il mélanger peut-être technique et politique ou pas? Oui, je vais te répondre à ta question. Un mot cependant, parce que j'ai été député de 80 à 93, et en 93, j'ai quitté la vie politique élective, j'ai retrouvé EDF qui était ma maison d'origine, et où j'ai été en charge d'abord du développement international, puis avant la lettre, un peu en avance de 20 ans, de la mobilité électrique, des déplacements électriques par motorisation électrique, que j'ai quitté ensuite, et j'avais quitté la vie politique élective, mais je restais, et je reste toujours, engagé sur mes options au sein du Parti socialiste. Et en 2012, quand mon ami François Hollande s'est déclaré candidat pour les prochaines élections présidentielles, j'ai réuni un groupe de travail d'experts des questions énergétiques avec l'ambition d'inspirer ce que pourrait être la politique de François Hollande en matière de politique énergétique. Et nous avons rejoint un club, une association qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation, un think tank proche du PS, mais indépendant, et dans lequel nous avons inscrit notre action. Et notre groupe s'appelait Énergie et Développement Durable. Donc nous avions là une série d'amis de meilleure qualité avec lesquels nous avons réfléchi à ce que pourrait être la politique énergétique. Malheureusement, les ministres de l'énergie successifs, nommés par François Hollande, ont mené une toute autre politique que celle que nous suggérions, et j'étais très critique de ce qui a été fait pendant cette période. Peut-être dans cette continuité sur l'énergie et le climat, vous allez bientôt sortir un livre qui va paraître. Pourquoi avez-vous voulu rédiger cet ouvrage et quelle résonance voulez-vous lui donner? Pour la petite histoire, je déjeunais un jour, il y a un peu plus d'un an de ça, avec un ami que j'avais connu, qui avait été dans les cabinets ministériels quand Édith Cresson en particulier a été ministre de l'Industrie, puis Premier ministre. C'est un type que j'aime beaucoup. Et en déjeunant, il me dit « Mais Jacques, compte tenu de ton passé, ton parcours, tu as qualité pour dire des choses qu'on n'entend pas souvent dans l'opinion publique, et en particulier sur le climat et la politique énergétique. Tu devrais écrire un livre. » Et je me suis dit « Oui, c'est vrai, il a raison. » Et c'était peu de temps avant le début de la pandémie. Donc ensuite, on a été coincé chez nous, et je me suis mis à écrire, et j'ai travaillé pendant toute la pandémie ce livre qui va sortir maintenant dans 15 jours. Et avec l'idée de dire de manière un peu réaliste ce qui serait nécessaire pour véritablement lutter contre le réchauffement climatique en réduisant drastiquement les gaz à effet de serre, non pas par de belles déclarations, des changements de la Constitution, des choses comme ça, ou des lois climat qui touchent à l'écume des choses, mais où on fasse vraiment des vrais changements structurels, c'est-à-dire de remplacer les consommations de combustibles fossiles, émetteurs de CO2, par de l'énergie non carbonée, électricité, hydrogène, demain, électricité produite par des ENR ou
et par du nucléaire. Parce que je considère le nucléaire comme une énergie non carbonée qui est utile pour lutter contre les gaz à effet de serre. Mais on sait que donc tout ce que vous dites, c'est en plein dans notre période où on est bientôt à un an des élections présidentielles, ça va représenter quelque chose de nouveau. Vous avez parlé de la loi climat et des débats en cours. Qui pourrait représenter ces idées et que pensez-vous des débats aujourd'hui sur le climat en France? Alors, je me suis lancé dans ce travail parce que je prévoyais que ça deviendrait un sujet majeur des débats pendant l'élection présidentielle, puis les législatives qui allaient suivre dans la foulée, que peut-être les régionales ou les départementales qui ont lieu en juin prochain pourraient aussi en parler. Donc je tenais beaucoup à sortir mon bouquin un peu avant pour que ça puisse être utilisé ou participer, ou me donner l'occasion de participer au débat public. On va voir. Moi, je suis un petit producteur, un petit auteur. Mon éditeur est un petit éditeur. Je ne sais pas si j'obtiendrai la possibilité de passer dans la télé et de participer à des débats, mais je vais essayer. Vous m'avez pris là cet après-midi, j'étais en train d'écrire un article pour une revue de l'énergie de l'Association française, du Conseil français de l'énergie, sur ce sujet où je résume mon bouquin. Donc je vais essayer de participer au débat pour faire passer les idées de ce qui serait véritablement, structurellement nécessaire pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre de la France en 2050, comme on s'y est engagé. On s'y est engagé verbalement, mais les actes manquent. Et la loi climat qui est en discussion actuelle, c'est du pipeau par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est pas sérieux. D'accord. Et on sait que les jeunes sont très impliqués dans cette question climatique. Très impliqués, relativement impliqués, sensibles. Ils sont sensibles. Demain Citoyen prône l'engagement de la jeunesse. En une minute, qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de l'engagement de la jeunesse, qu'il soit politique, climatique ou autre? Il faut se montrer très exigeant sur effectivement le respect des beaux discours et dire et faire ce qu'il faut faire pour arrêter les consommations d'essence, de fioul, de diesel pour le chauffage des habitations, pour les transports, non seulement les transports personnels mais les transports de marchandises, qui supposent des changements importants de la part des entreprises. Ce n'est pas tellement les citoyens eux-mêmes qui peuvent influer directement par leur consommation, c'est plutôt les entreprises dans leur mode de production. Et ça, ce sont des exigences pour lesquelles il faut se montrer très pressant, avec beaucoup de volonté et d'insistance. Et dans mon bouquin, j'essaye d'écrire ce qu'il faudrait faire. Oui. Et vous avez 30 secondes pour dire ce que vous voulez. Adressez-vous à la caméra, s'il vous plaît. Moi, ce que je voudrais, c'est vous encourager. Je crois très important que des jeunes de votre génération, vous avez l'âge que j'avais quand je me suis engagé en politique. Moi, je me suis engagé pour des affaires de colonialisme et de liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes. C'était les temps de l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, votre génération peut s'engager, notamment sur le climat, pour changer les modes de vie, de consommation, pour faire en sorte qu'on ait une vie économique plus douce, entre guillemets, douce au sens pas d'usage de drogue dure, d'énergie dure, des modes de transport plus doux, plus tranquilles. Et ça, c'est un changement de civilisation très important qui me paraît indispensable pour sauvegarder la planète. Ah oui, les jeunes, abonnez-vous à Demain Citoyen. C'est très important pour contribuer à changer le monde.